C'est le 8 août 2008, le même jour que le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Beijing, que l'armée russe a lancé son invasion à grande échelle de la Géorgie. L'événement le plus important de la décennie pour la Chine, les Jeux Olympiques qui devaient couronner le processus d'intégration du pays dans la communauté internationale, allait être entaché par les aspirations expansionnistes de Vladimir Poutine. À cette époque, Hu Jintao était encore président. Alors même si sa réaction a été très discrète, il était profondément irrité par Moscou à cause de la date choisie pour l'invasion. Et rebelote, avec les Jeux Olympiques d'hiver 2022, Poutine a déclenché l'invasion de l'Ukraine quelques jours seulement après la tenue des Jeux à Beijing. La Chine était au courant du projet d'invasion de l'Ukraine et a vraisemblablement demandé au Kremlin de retarder cette opération militaire de quelques jours. Plus d'un an après le début du conflit, on a encore du mal à cerner la position chinoise sur la question. Faut dire que celle-ci entretient l'ambiguïté. Xi Jinping n'a rien dit sur l'agression russe contre l'Ukraine ni sur les crimes de guerre de l'armée russe. Il s'est contenté d'appeler au calme et à une résolution du conflit le plus rapidement possible en formulant un soi-disant plan de paix en 12 points. Une langue de bois quoi. Mais ces images vont tout faire basculer. Ce que certains annonçaient comme inévitable a fini par se produire. Xi Jinping s'est rendu en visite officielle à Moscou pour y rencontrer son homologue un an tout juste après le début de la guerre. Alors c'était pas la première fois qu'ils se rencontraient depuis le début de l'invasion, mais c'était la première fois qu'ils se rencontraient dans le cadre d'un sommet bilatéral. Beaucoup ont interprété cette visite de Xi à Moscou comme un moyen de redorer l'image de Poutine sur la scène internationale et indirectement une légitimation de l'invasion de l'Ukraine. D'autant plus que la visite a eu lieu quelques jours seulement après cette info. Les juges de la Cour pénale internationale délivrent un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre présumés. La vérité, c'est que la visite de Xi Jinping en Russie ne s'est pas limitée à des poignées de main et à des sourires forcés. C'était surtout la dernière tentative de Beijing pour marquer son opposition à l'Occident. Et le symbole de cette bipolarisation de ce conflit, c'est qu'en même temps que Xi Jinping visitait Moscou, Fumio Kishida, le premier ministre japonais, s'est lui rendu à Kiev. Bon alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ce sommet bilat entre Poutine et Xi Jinping? Est-ce que ça veut dire que la Chine a renoncé à sa neutralité sur le conflit russo-ukrainien? On t'explique. L'ordre multipolaire. Est-ce que ces images-là, ça vous dit quelque chose? À l'écran, Wang Yi, l'ex-ministre des Affaires étrangères et le nouveau directeur de la commission centrale des affaires étrangères du Parti communiste chinois. C'est le conseiller principal en politique étrangère de Xi Jinping. À ses côtés, les représentants de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, deux pays rivaux, presque des ennemis héréditaires qui ont rétabli des relations diplomatiques grâce à la médiation de la Chine. C'est pas très courant. Beijing a rarement endossé ce rôle. Mais bon, à partir du moment où sont en jeu les intérêts vitaux de la Chine, c'est-à-dire son approvisionnement en pétrole, elle avait pas trop le choix. Et il se pourrait bien que le prochain objectif de la Chine, ce soit le conflit russo-ukrainien, même si là, les intérêts chinois sont moins évidents. D'ailleurs, fin février 2023, un an tout juste après le début de l'invasion, la Chine a présenté un plan en 12 points pour apporter une solution politique au conflit. Bon, après, ils n'ont pas trop demandé l'avis de l'Ukraine sur le plan en question. Un plan assez vague par ailleurs. Pas de proposition claire à part les références habituelles au respect de la souveraineté ukrainienne et russe, à la désescalade et à la fin des hostilités. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Chine avait conçu son propre plan de paix. Elle a même fixé une ligne rouge à Moscou. Pas question d'utiliser des armes nucléaires sur le champ de bataille. D'où des articles comme celui-ci. Les voyages de dirigeants européens en Chine mettent en évidence le rôle de Pékin en tant que promoteur de la paix. Sauf que la mayonnaise n'a pas pris. La Russie a rejeté la proposition chinoise. Guerre en Ukraine. Le Kremlin exclut une médiation de la Chine. Au 47e jour de la guerre en Ukraine, le Kremlin a exclu jeudi la possibilité d'une médiation chinoise pour stopper les combats en Ukraine. Parallèlement, le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Chine où il a appelé son homologue Xi Jinping à ramener la Russie à la raison. C'est ballot, hein? Ce qui laisse planer le doute dans toute cette histoire, c'est la neutralité de la Chine dans le conflit russo-ukrainien. Un aspect essentiel tant que la Chine espérait jouer un rôle de médiateur entre les deux ennemis. Mais la question reste pertinente aujourd'hui, malgré le refus de la Russie d'une médiation chinoise. Et avec ce genre de déclaration, il n'y a pas vraiment de quoi se poser des questions.
En suggérant que la Chine et la Russie avancent main dans la main, le signal n'est pas forcément très positif pour l'Occident et l'Ukraine en première. C'est comme une approbation tacite des ambitions expansionnistes des deux puissances. Mais ça sert à rien de spéculer, c'est juste des interprétations possibles de cet échange. Réfléchissons plutôt à l'intérêt réel que porte la Chine à la question ukrainienne. Serait-il possible que Beijing ne se soucie absolument pas de la résolution du conflit russo-ukrainien ? On t'explique. Au départ, la Chine était très embarrassée par l'invasion. L'ensemble de la communauté internationale s'est soudainement inquiété du principe de sécurité nationale. La solidarité dont l'Occident a su faire preuve à l'égard de l'Ukraine laisse entendre qu'une invasion de Taïwan donnerait lieu à une réaction similaire de la part de ses alliés. Les États-Unis ont réaffirmé leur position de leadership et ils se sont même payé le luxe de restreindre la vente de technologies de pointe à la Chine. Une restriction qui a contribué aux difficultés économiques que la Chine a rencontrées en 2022 et à la réduction de moitié de l'objectif de croissance de l'État chinois. Mais ce qui est amusant, c'est la différence de perception avec d'un côté l'Occident qui cherche à mettre la Chine et la Russie en difficulté et de l'autre la Chine qui voit en ces sanctions contre la Russie plusieurs opportunités. Alors d'abord, des opportunités commerciales. Évidemment, une très grosse partie de ces échanges commerciaux ont un lien direct avec l'énergie. La guerre, les sanctions commerciales et le désengagement européen de sa dépendance énergétique avec la Russie ont permis à la Chine d'acheter des quantités records de gaz et de pétrole à des prix très avantageux. En plus, ça ne pouvait pas mieux tomber, juste au moment où l'économie chinoise commençait à ralentir. Surtout que la Russie, elle n'a pas le choix. Pour se financer, elle doit vendre, même si à perte, tant que les sous rentrent, c'est tout ce qui compte. C'est comme ça qu'entre janvier et février 2023, avec une augmentation de près de 24% en glissement annuel, la Russie a détrôné l'Arabie Saoudite en tant que premier fournisseur de pétrole de la Chine. Alors, par contre, la Russie ne peut pas inonder la Chine de pétrole et de gaz, essentiellement pour deux raisons. Déjà, parce que A, elle manque d'infrastructures, et ensuite parce que B, contrairement aux Allemands qui assumaient une dépendance exclusive du gaz russe pour leur approvisionnement, les Chinois ont toujours été très attentifs à leur sécurité énergétique. Début 2023, la Russie représentait déjà plus de 20% de l'approvisionnement chinois en énergie. Elle va pas pouvoir monter beaucoup plus haut. Par contre, les infrastructures, elles, peuvent encore évoluer. Déjà, on va substituer les livraisons par supertankers par des gazoducs. Et c'est avec cet objectif en tête que les deux alliés vont accélérer la construction du Power of Siberia 2. Ce pipeline permettrait d'acheminer sur plus de 2600 km jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz. Ça doublerait carrément les exportations actuelles de gaz russe vers la Chine. Mais comme tout projet impliquant plus d'un acteur, il y a des désaccords. Déjà, les Chinois espèrent importer tout au plus 38 milliards de mètres cubes de gaz d'ici 2025. Les Russes, eux, aspirent à pouvoir leur vendre 98 milliards de mètres cubes d'ici 2030. En gros, ils espèrent tripler le volume en seulement 5 ans. Et c'est pareil avec le pétrole. Il y a quand même un énorme fossé entre ce que la Chine veut acheter et ce que la Russie veut vendre. Donc, pour que les Chinois acceptent de revenir sur leur politique d'approvisionnement énergétique et de diversification des risques, le Kremlin devra consentir à des prix beaucoup plus bas à donner des garanties au régime chinois. Parce que contrairement au discours officiel, non, ce n'est pas une relation d'égal à égal. Leur relation spéciale, comme ils se plaisent à le dire, pourrait finir par faire de la Russie une sorte d'état vassal de la Chine. Et c'est justement la deuxième grande opportunité de cette guerre pour la Chine. Elle gagne en influence. Elle le sait et elle a même donné un nom à cette nouvelle politique extérieure, l'ordre multipolaire. L'idée derrière cet ordre multipolaire, c'est de fusionner les sphères d'influence de la Russie et de la Chine pour créer un nouveau pôle d'influence qui ferait contrepoids à l'Occident, et en premier lieu aux États-Unis, dans tous les domaines. Mais le détail qui tue, c'est qu'avec l'affaiblissement de la Russie, la Chine va en profiter pour imposer à la Russie ses propres intérêts géopolitiques, économiques et militaires. Concrètement, ça donne quoi? L'Afrique. La Chine utiliserait le capital d'influence accumulé par la Russie sur ce continent comme un tremplin pour son propre gain. Et il n'y a pas que sur le terrain géostratégique que la Chine y trouverait son compte. Il y aurait aussi le côté économique.
Pour la Russie, un mariage économique déséquilibré avec la Chine. Largement coupée de l'Europe depuis son offensive contre l'Ukraine, la Russie a réorienté massivement son économie vers la Chine, au risque de se retrouver avec Pékin dans une relation déséquilibrée et en position de faiblesse. Les échanges commerciaux entre la Russie et le reste du monde, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, ils se réaliseraient non plus en dollars, mais en yuan ou en renminbi, la devise chinoise, littéralement la monnaie du peuple. En fait, rien qu'en 2022, les paiements en yuan dont les exportations russes sont passés de 0,5% à 16%. Et en février 2023, avec près de 40% des transactions, le yuan a pour la première fois dépassé le dollar comme monnaie d'échange à la bourse de Moscou. Certains désignent cette nouvelle puissance financière le pétro-yuan. Alors, on a largement exagéré son hégémonie et ses atouts. Déjà, parce que le pétro-yuan n'est juste pas capable de substituer le pétrodollar. La raison, premièrement, parce qu'elle ne fournit pas encore assez de garanties et de sécurité juridique. Et ensuite, parce que la Chine maintient un contrôle strict des capitaux. Xi Jinping a signé l'arrêt de mort de l'internationalisation du yuan. Contrairement aux pronostics, les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas accru significativement les poids de la monnaie chinoise face au dollar dans les échanges internationaux. Mais ça n'empêche que cette devise peut contribuer à l'influence de la Chine en Russie et dans sa sphère d'influence principale, c'est-à-dire en Asie centrale. Enfin, il y a la question militaire. Les conséquences militaires des sanctions commerciales sont très claires. D'une part, la capacité de projection et de dissuasion de l'armée russe est complètement capoute. La Chine devient par défaut la seule grande puissance militaire en Asie centrale. D'autre part, lorsque le conflit russo-ukrainien sera terminé, la Russie devra acquérir de nouveaux équipements militaires pour compenser ses pertes matérielles. Si les sanctions sont encore en place, alors la Russie devra se tourner vers l'industrie militaire chinoise pour acquérir le matériel et les composants high-tech qui lui feront défaut. Et l'armée russe ne sera pas la seule cliente de la Chine. Plein d'acteurs industriels russes risquent eux aussi de se tourner progressivement vers la Chine pour répondre à leurs demandes de fourniture et d'équipement. Voilà donc les 3 raisons pour lesquelles ça arrangerait bien la Chine que la Russie prolonge un peu encore l'effort de guerre. Mais du coup, Xi Jinping fait face à un gros paradoxe. Le grand dilemme. La question qu'on vous a posée en début de vidéo, celle de savoir si la Chine était réellement neutre dans ce conflit. Avec les éléments qu'on vous a donnés, vous seriez tenté de dire quoi? Visiblement, cette guerre arrange bien la Chine, parce qu'on y a déjà consacré plusieurs vidéos. Vous savez déjà que l'économie chinoise rencontre quelques difficultés. Et c'est plutôt pratique pour le Parti communiste chinois de pouvoir désigner la guerre en Ukraine comme responsable du ralentissement économique de la Chine. Mais les autorités de Beijing doivent quand même composer avec un gros dilemme. D'un côté, elles en tirent profit, et de l'autre, il y a quand même des répercussions importantes sur ses intérêts géostratégiques. Déjà, ses voisins dans l'Asie-Pacifique, pour pas dire rivaux, ont énormément augmenté leurs dépenses militaires et se sont davantage rapprochés des États-Unis. Donc, rien que là, premier contre-coup négatif du conflit pour les ambitions expansionnistes chinoises dans la région. Et puis, le silence assourdissant de la Chine dans les premiers mois de l'invasion, auquel on a d'ailleurs consacré une vidéo, ça a pas aidé à calmer les tensions politiques entre l'Occident et la Chine. Surtout que ça a renforcé la méfiance de plein de pays occidentaux à l'égard des régimes autoritaires comme ceux de Poutine ou de Xi Jinping. Et le conflit, il a aussi contribué au ralentissement de la croissance économique globale, déjà bien à la peine après 2 ans de Covid. La Chine doit déjà surmonter plein de problèmes en interne. Éclatement de la bulle immobilière, crise bancaire, hyper-endettement des collectivités locales, sanctions commerciales et restrictions technologiques. Si elle ne parvient pas à surmonter tous ces obstacles, le nouvel ordre mondial multipolaire dont le PCC rêve tant sera de très courte durée. Maintenant, à ton tour, est-ce que la Russie va finir par devenir un état vassal de la Chine? Ou est-ce que l'alliance sino-russe va donner naissance à un nouvel ordre mondial? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Et nous, on te dit, 谢谢 et mamanzhou.